Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, merci de nous rejoindre pour ce bulletin d'information de la soirée. Au sommaire de l'actualité. Le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a célébré aujourd'hui la Semaine nationale de l'enfant. Voilà donc c'était les titres qui vous seront développés. Merci de nous rejoindre. Dans le cadre de sa visite officielle de 5 jours, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, qui est accompagné d'une forte délégation composée notamment de parlementaires de 2 pays, du président du Parlement fédéral de la Somalie, Mohamed Cheikh Ousmane Al-Jawari, se rendu donc hier dans la région de Baladwin où est basé un groupement du bataillon Hil Walal. À leur arrivée donc à l'aéroport de Baladwin, la délégation conduite par les 2 présidents a été donc accueillie par le président de la région de Baladwin, l'honorable Mohamed Abdi Waré, les autorités coutumières, les responsables de l'autorité fédérale et les officiers supérieurs des forces de la MISOM dirigés par le général Ousmane Nour Soubaglé. Après les salutations d'usage, les hôtes ont visité donc la base de la section 4 du bataillon Il Walal où un état des lieux des différentes opérations et de multiples domaines d'intervention des soldats djiboutiens leur a été présenté. Et dans la même lancée, le président de l'Assemblée nationale a eu l'honneur également de présider la cérémonie de remise de médailles de la MISOM pour les soldats en fin de mission. Et enfin, conformément donc au programme préétabli, la délégation s'est rendue dans la ville de Baladwin où elle a reçu un accueil populaire sans précédent. Et après la visite de la base militaire La Magalé, installée donc au bord du fleuve et en plein milieu d'un paysage verdoyant, les différentes personnalités ont pris la parole à tour de rôle. En premier lieu, l'Ogas Hassan Ogas Khalif, le président de la région, ainsi que le gouverneur et le préfet ont tenu à rendre donc un vibrant hommage d'abord au courage et à la détermination des soldats djiboutiens du bataillon Il Walal qui font d'énormes sacrifices pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans toute la région. En outre, donc, ces personnalités ont adressé une reconnaissance particulière pour le président Ismaël Omar Guelleh qui n'a jamais ménagé ses efforts dans la réconciliation du peuple somalien et ce depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Le président du Parlement somalien, Mohamed Cheikh Ousmane Al-Jawari, a remercié également la délégation djiboutienne conduite par le président du Parlement, Mohamed Ali Ahmed. Et prenant la parole à son tour, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a tenu à remercier l'ensemble des autorités, populations de Baladwin pour leur accueil et leur légendaire hospitalité. Il a souligné que la Somalie est un pays frère avec qui nous partageons une fraternité de longue date destinée à durer. Et la prospérité donc de la Somalie et son essor ont toujours été une priorité pour notre pays et en particulier pour notre président qui n'a jamais cessé donc d'œuvrer pour la stabilité de la Somalie. Je tiens ici, a poursuivi le président Ahmed, à vous transmettre les messages de salutation et de soutien du président Guelleh. Dans l'actualité également, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samri, a présidé ce matin la cérémonie marquant la réhabilitation donc du siège de l'Union générale des travailleurs djiboutiens, un nouveau siège intitulé Bourse du Travail. La maire de la capitale, Fatouma Awal Ousmane, ainsi que les membres exécutifs de l'UGTD, conduite par son secrétaire général Saïd Younis Ouabri, ont pris part donc à cette cérémonie de rénovation du siège de l'UGTD qui regroupe les différents syndicats des travailleurs djiboutiens. La réhabilitation de ces locaux intervient à une semaine de la conférence internationale des affiliés et des amis de la fédération syndicale, une conférence donc qui a pour thème la santé et la sécurité au travail qui sera donc organisée, auquel prendront part également les syndicats des pays africains. Une première selon les syndicalistes qui se sont dit donc fiers de renouveler leurs locaux et de pouvoir organiser cette conférence qui montre le rôle que joue l'UGTD dans les instances mondiales du travail. Ils ont également saisi l'occasion pour remercier le ministre du Travail qui a bien voulu donc les appuyer pour mettre en avant et valoriser le droit du travail. Omar Guelleh est en train de le faire. Nous devons faire le pas avec et non pas rester en arrière. Faire l'effort que notre président fait doit nous aussi porter le travail du travailleur djiboutien.
Et de son côté, le ministre du Travail, Hassan Idriss, a indiqué donc que son département apportera le soutien demandé par l'UGTD, en l'occurrence sur le plan technique et administratif et la sécurité des délégations syndicalistes africaines. Cependant, le ministre a indiqué que l'UGTD reste indépendant dans l'organisation de cet événement. Nous allons l'appuyer, donc, a-t-il indiqué, uniquement concernant les tâches administratives, en facilitant donc à la délégation syndicale toute la paperasse administrative. Aujourd'hui, c'est une première et c'est la première fois que j'ai rendu visite au siège de l'UGTD à quelques jours, n'est-ce pas, d'une grande réunion organisée et même initiée par l'UGTD qui va regrouper un certain nombre de syndicalistes africains qui seront au nombre de 20 syndicats africains qui vont se rendre le 5 en République de Djibouti. Donc, à quelques jours, n'est-ce pas, de cette grande manifestation, je salue d'abord les syndicats UGTD dirigés par M. Saïd Younis qui ont fait vraiment un travail remarquable, louable, qui ont embelli, n'est-ce pas, le siège de l'UGTD, et ça depuis longtemps. Depuis longtemps, il faut le dire, il faut récompenser chacun ses efforts. Il y a eu un travail d'équipe qui a été réalisé, et nous, en tant que ministère du Travail, nous sommes là pour les encourager, pour les motiver, mais également pour les appuyer techniquement, c'est-à-dire faciliter les hôtes qui vont venir nous voir, nous rendre visite, toutes les tâches administratives dont ils auront besoin. C'est une réunion, première réunion de contact entre l'UGTD et le ministère du Travail. Bien sûr, la mairie est là avec nous, qui va accompagner nous en tant que ministère du Travail. Donc on les accompagne uniquement techniquement. La facilité des visas et le protocole. Nouvelle nationale toujours, le ministère de la Femme et de la Famille, l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, ont conjointement organisé aujourd'hui au siège de l'UNFD la journée de l'enfant djiboutien. Cette journée s'inscrit donc dans le cadre des célébrations marquant l'anniversaire de l'adoption de la Convention relative à la réaffirmation des droits des enfants, donc, qui a eu lieu un 20 novembre au siège des Nations Unies à New York, où 130 pays ont signé le document. Au cours donc de cette journée commémorative, les organisateurs de l'événement ont placé donc les enfants à besoins spécifiques au centre de leurs préoccupations, du matériel les aidant à se mouvoir dans des béquilles et chaises roulantes leur a été donc remis, ainsi que des lits et berceaux pour personnes souffrant donc d'un handicap, des appareils auditifs pour ceux souffrant de problèmes au niveau de l'ouïe ou des lunettes pour ceux rencontrant des difficultés au niveau de la perception. Les représentants de l'UNFD et de l'UNICEF ont rappelé donc tour à tour à cette occasion que la prise en charge des enfants à personnes des besoins et des enfants et personnes à besoins spécifiques est devenue une obligation. Les actions en faveur de ces personnes ont été encouragées par la Première Dame et le chef de l'État. Nous les écoutons. Depuis le 20 novembre, le monde célèbre la Journée mondiale de l'enfance pour marquer l'anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. 28 ans cette année. Plus de 130 pays organisent depuis des séries d'événements dans lesquels les enfants sont appelés à prendre les commandes dans les médias, la politique, les affaires, le sport, le divertissement, pour mettre en lumière les défis les plus pressants de leur génération. Djibouti participe activement à ce mouvement mondial mené par les événements, et l'événement de ce jour s'y inscrit, et je tiens ici à féliciter tous les jeunes garçons et les jeunes filles qui nous ont montré leur talent au début de cet événement. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour non seulement célébrer la Journée nationale de l'enfant, mais pour revivre aussi un moment historique chargé d'émotions où il y a une année de cela, son Excellence la Première Dame, Madame Présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mohamed Haï, avait distribué divers matériels à des personnes à besoins spéciaux. En effet, notre institution est la maison où tout est possible pour les femmes et les enfants djiboutiens, quelles que soient leurs origines ou leur classe sociale, car, comme vous le savez, nul ne pourra dissocier mère et enfant,
Et c'est pourquoi l'UNFD, depuis sa création, s'est donné pour objectif de mener une lutte pour que tous les enfants, où qu'ils vivent, au milieu urbain ou rural, puissent développer pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et la tranquillité, mais aussi dans la dignité. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed Hassan, a indiqué donc que 185 enfants à besoins spécifiques ont été pris en charge, soutenus et accompagnés. Nous l'écoutons. Nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer les activités d'une semaine relatives à la Journée internationale de l'enfant. Cet événement est un événement qui est réalisé par le ministère de la Femme et l'UNFD en étroite collaboration avec l'UNICEF. Le choix de lancer les activités de la Journée internationale de l'enfant par les enfants à besoins spéciaux n'est pas anodin. Pourquoi ce n'est pas anodin? De la mise en place du nouveau gouvernement, le chef de l'État a donné des instructions claires à tous les membres du gouvernement de se mobiliser et d'effectuer, selon leur agenda et leurs missions respectives, une attention particulière aux familles vulnérables et en particulier aux enfants à besoins spéciaux. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'UNFD et le ministère de la Femme avec notre partenaire l'UNICEF de démarrer nos activités par les enfants à besoins spéciaux. Nous faisons que renforcer les activités déjà entreprises et réalisées par le chef de l'État, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et son épouse, Khadra Mahmoud Hay. Les deux hauts responsables de ce pays ont mené une lutte, ont entrepris des activités, en créant des écoles, en apportant une attention particulière, un appui particulier à ces familles et à ces enfants. À nous, responsables du gouvernement, de venir consolider, renforcer ce travail et lui permettre une certaine pérennité afin que tout Djiboutien ayant des difficultés ou ayant dans une situation de précarité ait les mêmes droits et les mêmes avantages que toute personne valide. Et à l'issue de la cérémonie, la ministre de la Femme et de la Famille, les membres du gouvernement présents, ainsi que les invités ont remis donc plein de cadeaux à ces enfants à besoins spécifiques. Donc des cadeaux donc allant de chaises roulantes, de béquilles, d'instruments donc leur permettront d'améliorer donc leur quotidien, d'être autonomes et indépendants. Également, donc, des formations vont être prodiguées donc à ces personnes à besoins spécifiques, notamment les femmes. Des machines à coudre donc leur ont été remises pour une certaine autonomie et indépendance concernant leurs activités, peut-être même à l'avenir génératrices de revenus. Et poursuivant ces activités organisées dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'enfant, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed, a procédé donc à la distribution des kits pour les nouveau-nés à l'hôpital Cheikho de Balbala ainsi qu'à la maternité de Dar el-Hanan. Ces kits donc sont distribués pour aider les mères les plus démunies et souhaiter donc la bienvenue aux nouveau-nés de la République. De l'enfant djiboutien. Nous avons commencé par deux activités ce matin. La présente activité que vous voyez, à savoir la distribution des kits aux nouveau-nés, nous leur souhaitons un bon départ dans la vie. Nous continuons toute la semaine à faire des activités relatives au bien-être de l'enfant. Donc des distributions se sont faites dans toute la République de Djibouti.
Également dans l'actualité, l'association Mer Rouge a organisé aujourd'hui donc à Bender Djedid un atelier de formation sur la protection de l'environnement au profit des cadres de l'enseignement et directeurs d'école ainsi qu'à la société civile. La protection de l'environnement est au cœur donc des préoccupations de la communauté internationale. C'est pourquoi l'association Mer Rouge, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et l'ambassade du Japon à Djibouti, ouvrait donc justement les travaux d'un atelier de formation sur la protection de l'environnement. La cérémonie de lancement de ce programme donc a eu lieu en présence de Fatouma Ali, président de l'association Mer Rouge, Madame Hastamaki, conseillère technique auprès donc du Premier ministre, et Ali Mohamed Abdou, conseiller technique auprès du ministre de la Justice, ainsi que des parents d'élèves et des représentants de la société civile. Cet atelier donc vise à sensibiliser les enseignants, les directeurs d'école, les parents d'élèves et d'altération donc de notre environnement afin d'augmenter le niveau de connaissance aux enjeux des déchets, notamment les ordures ménagères, et c'est aussi pour faire participer les enseignants, donc les écoles, les directeurs des écoles et parents d'élèves aux gestions des déchets. Et à très particulièrement remercier le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour sa participation à la réalisation du projet et l'ambassade du Japon pour son soutien financier et bien sûr sans oublier nos experts nationaux de pouvoir partager leur expérience. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier et vous souhaite bonne continuation. Merci. Santé à présent, et c'est hier donc samedi 25 novembre à l'hôpital régional d'Ali Sabié que le caravanier de la santé ont posé donc leur bivouac pour entamer la semaine de consultation, de soins spécialisés, d'opérations chirurgicales en terre à Sadioug. Et dans le cadre donc du lancement officiel de leurs activités, les caravaniers ont reçu en début de matinée donc une visite de courtoisie de la part de la délégation conduite par le préfet de la région, Mohamed Ouabri, pour s'enquérir de visite donc sur le déroulement des activités dispensés par les médecins spécialistes de la caravane. Ainsi, le préfet et sa délégation ont amplement apprécié la visite guidée qui leur a été présentée donc par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et le directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Mohamed Sougé, Dr également Aden Ibrahim, directeur général de l'Institut national de santé publique de Djibouti. En effet, durant une semaine, cette caravane médico-chirurgicale, forte d'une quinzaine de spécialistes et de techniciens de santé, aura pour mission de dispenser des soins et des prestations spécialisées de qualité à la population de la région d'Ali Sabié. Et parmi les spécialités proposées par la caravane, on dénote l'ophtalmologie, la stomatologie, la cardiologie, la néphrologie, la gynécologie, l'obstétrique, l'ORL, la pédiatrie, la chirurgie ou encore la dermatologie. D'autres activités donc comme le dépistage du cancer du col de l'utérus font également partie des prestations offertes. Les autorités locales ont salué de vive voix l'importance que revêt cette mission médicale. À travers cette initiative périodique de la caravane médico-chirurgicale, le ministère de la Santé vise à garantir l'accès aux soins et aux prestations spécialisées en élargissant la couverture sanitaire à toutes les couches de la population et sur tout l'étendue du territoire national. Et toujours dans le cadre du lancement de la caravane médicale dans le sud du pays, une équipe de caravaniers de la santé a débuté également ses activités de consultation, cette fois-ci à Dikil. Et à Okardan, que ces activités de consultation, de soins spécialisés et d'opérations chirurgicales se dérouleront pendant toute la semaine jusqu'au 1er décembre au centre médico-hospitalier de Dikil, avec un nombre de consultations prévues pour la région à plus de 15 000. Et en fin de matinée, le préfet de la région, Mohamed Cheikho, et le président du conseil régional, Abdelrahman Younis, ont effectué une visite guidée en compagnie du secrétaire général de la santé, du directeur de l'hôpital Pelletier, et dans le cadre donc du lancement officiel de ces activités de la caravane. Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a esquissé donc les contours des objectifs de la mission de la caravane médico-chirurgicale qui constitue un des piliers majeurs de la politique sanitaire de notre pays. Nous l'écoutons. L'initiative de cette caravane provient de son Excellence Dr Jami El-Mihou, qui est le ministre de la Santé. Et nous avons débuté donc simultanément la région de Ali Sabié et la région de Dikil. Nous allons progresser donc cette caravane-là par la suite vers la région du Nord et ensuite vers la fin à Arta. Cette caravane comprend une trentaine de personnels de santé qui sont dépêchés ici dans cette région, dont une quinzaine de médecins spécialistes qui proviennent des hôpitaux.
L'objectif de cette caravane est double. D'abord, c'est un objectif donc d'équité pour les gens qui habitent dans cette région de Dikil, mais aussi un objectif aussi de proximité, parce que nous voulons rapprocher cette médecine de qualité, cette médecine spécialisée auprès des malades qui se trouvent dans ces régions-là. Nous exhortons la population donc, de la région de Dikil à venir nombreux, à venir vraiment se soigner ici et à venir vraiment profiter de cette caravane médico-chirurgicale. Enfin, je voulais juste annoncer que les personnes ou les habitants doivent se munir de la carte CNSS et de la carte d'identité. Vraiment, c'est très très important. Enfin, je voulais ici annoncer au préfet et au président du conseil régional que nous avons dépêché ici une nouvelle radio, une radio de dernière génération, une radio numérique. Cette région va en bénéficier pour accélérer vraiment le diagnostic des personnes qui souffrent des pathologies pulmonaires, traumatologiques ou autres. Au nom du ministère de la Santé, je voudrais remercier ici le préfet ici présent, M. Mohamed Cheikhou, le président du conseil régional, M. Abdelrahman, ici présent, mais aussi tous les cadres du ministère de la Santé qui sont là depuis hier, vendredi, dans cette région de Dikil. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et africaine avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Dans un premier temps, nous allons nous rendre Samatar au Yémen. L'aéroport de Sanaa a commencé à voir atterrir des avions des agences onusiennes et d'autres ONG transportant l'aide humanitaire Samatar. Et oui Ahmed. Enfin, les premières aides humanitaires sont enfin arrivées à l'aéroport de Sanaa, la capitale du pays. L'UNICEF a envoyé près de 2 millions de vaccins destinés à endiguer l'épidémie de diphtérie, une maladie très contagieuse, Ahmed, qui touche principalement des enfants. D'autres aides ont été expédiées par le Programme alimentaire mondial et par la Croix-Rouge, transportant du personnel humanitaire. Des aides qui ne pouvaient plus être acheminées au Yémen depuis le renforcement du blocus imposé par la coalition saoudienne début novembre. Depuis 2015, le conflit qui oppose les chiites et Houthis, soutenus par l'Iran, et les forces gouvernementales, appuyées par l'Arabie Saoudite, a fait près de 9000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le pays connaît la pire crise humanitaire de la planète. 7 millions de Yéménites sont menacés de famine. Et en Arabie Saoudite, lancement à Riyad aujourd'hui d'une coalition antiterroriste des pays musulmans, Samatar. Effectivement, Ahmed, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a officiellement lancé ce dimanche à Riyad une coalition militaire antiterroriste de 41 pays musulmans, en promettant une coordination forte, excellente et spéciale entre ses membres contre les groupes extrémistes. Notre réunion est très importante car ces dernières années, les organisations terroristes agissaient dans nos pays sans qu'il y ait de coordination pour les contrer. Cet état de fait prendre enfin aujourd'hui car plus de 40 pays envoient un signal très fort consistant à dire que nous allons travailler ensemble, que nous allons mettre ensemble nos capacités militaires, financières, politiques et de renseignement, a-t-il souligné. Cela se fera à partir d'aujourd'hui et que chaque pays va contribuer à hauteur de ses capacités. Le prince Mohammed a exprimé à l'occasion de la solidarité des participants avec l'Égypte où un attentat contre un mosquée a fait vendredi 305 morts. Nous allons nous tenir aux côtés de l'Égypte et de tous les pays du monde qui combattent le terrorisme et l'extrémisme, a poursuivi le prince saoudien. La coalition et l'initiative du prince Mohammed avaient été annoncées en décembre 2015, mais la réunion de Riyad de ce dimanche marque son lancement officiel. Et enfin, des manifestants ont incendié Samatar 2 véhicules de l'ONU ce week-end à Bangui, en Centrafrique, l'accusant à tort d'être à l'origine de la mort d'un étudiant. L'incident illustre le fort sentiment de défiance des Centrafricains à l'égard des Nations Unies, Samatar. Les manifestants qui incriminaient la mission de l'ONU dans le pays, la MINUSCA, ont incendié 2 de ces véhicules. Le ministre de la Communication et des Médias
Ange Maxime Kazogui a réagi peu après les événements pour préciser que le véhicule ayant heurté l'étudiant était conduit par un membre des forces armées centrafricaines et il n'appartenait pas à la flotte de l'ONU. Il s'agirait d'une ancienne voiture de l'UNICEF Ahmad, léguée récemment au ministère de la Défense. Les dernières violences dans la ville remontent du 11 novembre quand une attaque à la grenade dans un café a fait 4 morts. Un incident suivi par des représailles qui ont fait 3 victimes supplémentaires. L'événement était une première depuis plus d'1 an. Le Conseil de la Sécurité des Nations Unies a voté le 15 novembre dernier le renouvellement d'1 an du mandat de la mission, composé de 12 500 militaires et policiers, après plus de 3 ans d'activité troublées par les accusations de violences sexuelle. De la part des casques bleus, la MINUSCA peine toujours de convaincre son efficacité. En octobre 2016, civils avaient été tués à Bangui lors d'une journée ville morte pour demander les retraites des forces onusiennes. Merci Samatar pour toutes ces explications. Histoire donc pour clore ce journal Bataille de Cambrai, Déborah le tank qui a passé près d'1 siècle sous terre à l'occasion du centenaire de la bataille de Cambrai. Un centre d'interprétation va ouvrir dans le village de Flequières. Il a été spécialement conçu pour accueillir un tank britannique unique en France touché lors des combats en 1917. C'est une vieille dame de 28 tonnes répondant au doux nom de Déborah, un monstre d'acier de 8 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur, un tank unique en France datant de la Première Guerre mondiale est classé au monument historique. Pour accueillir un tel engin, un nouveau musée a ouvert ses portes hier, 25 novembre, à Flequières, dans le Nord, 100 ans après la bataille de Cambrai de 1917. Et pour mieux connaître cet épisode de la Première Guerre mondiale, le char Déborah a enfin quitté sa grange et dispose désormais d'un écrin à sa mesure. Philippe Groszinski est fier donc de cette nouvelle étape, mais pour les découvreurs du tank, il ne s'agit pas là d'un aboutissement. La victoire finale serait que les jeunes continue ce travail de mémoire. Le seul moyen de ne pas faire tomber l'histoire dans l'oubli, c'est de continuer à en parler. Je ne suis qu'un passeur de mémoire, a-t-il conclu. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.